Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America And a conservative America. great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle américaine est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense. Nous irons voir l'État le plus petit, le Rhode Island. Nous irons voir l'État le plus grand, l'Alaska, en passant par ceux que tout le monde confond toujours, l'Ohio, l'Iowa et l'Idaho. Mais aujourd'hui, notre épisode nous emmène dans le berceau de la démocratie US, en Pennsylvanie. Pennsylvania. Pursue your happiness. Pour se repérer, la Pennsylvanie, c'est en haut à droite de l'Amérique, juste en dessous de l'État de New York. La Pennsylvanie, c'est un mot de 13 lettres avec 3 fois la lettre N, un mot inhabituel qu'il convient d'expliquer. Au XVIIe siècle, le roi d'Angleterre, Charles II, avait une dette de 20 000 livres envers un homme, William Penn. Pour le rembourser, il décide de lui donner un morceau de terre, la terre de William Penn donc, et comme il y avait beaucoup de forêts sur cette terre, et qu'en latin le mot forêt se dit Sylvania, eh bien la terre de William Penn avec plein de forêts dessus s'appellera la Pennsylvania. Oh, I get it. Aujourd'hui, la Pennsylvanie, c'est un état de 12 millions d'habitants, la capitale c'est Harrisburg, avec l'accent, la ville la plus connue c'est Philadelphie, et l'endroit le plus connu de Philadelphie, ce sont les 72 marches de l'escalier du Museum of Art, immortalisées à tout jamais par un certain Rocky Balboa. La Pennsylvanie, c'est aussi là que fut fabriqué le tout premier drapeau américain, mais aussi le tout premier ordinateur. C'était en 1946, un ordinateur pas franchement pratique à transporter puisqu'il pesait 30 tonnes. The computer was called ENIAC. The ENIAC was developed at the Moore School of Electrical Engineering at the University of Pennsylvania. La Pennsylvanie, un État hyper connecté donc, et un État qui vote plutôt démocrate, même si, en 2016, petite sortie de route, elle vote pour Donald Trump. We win Pennsylvania, we win the whole deal. You know that, right? 4 ans plus tard, la Pennsylvanie rectifie le tir et vote pour Joe Biden, ce qui semble logique puisque Joe Biden est né en Pennsylvanie, à Scranton, plus précisément. Scranton's not my home because of the memories it gave me, it's because of the values it instilled in me. It's where I learned about patriotism, about friendship, and about faith. I'm Joe Biden, and I approve this message. C'est donc à Scranton que Joe Biden a appris ses valeurs, son courage, sa ténacité. Mais avant de parler de Joe Biden, de s'intéresser aux villes et aux paysages de Pennsylvanie, on va d'abord s'intéresser à son sous-sol. Quand le soir tombe et qu'il fait nuit dans l'Amérique des années 1850, ceux qui le peuvent et qui ont les moyens s'éclairent avec des lampes à huile et des bougies. Pour fonctionner, les deux ont besoin de la même chose, de la graisse animale. Et rien de mieux à l'époque que l'huile de baleine. Oui, pour s'éclairer, il faut d'abord chasser la baleine, balancer des harpons, massacrer l'animal, le découper, isoler la graisse, en faire des bidons et ramasser le jackpot. C'est un business rentable, très rentable, mais c'est un sacré processus qui prend du temps pour un résultat toujours un peu décevant. Disons que la mèche ne brûle pas longtemps pour un niveau d'éclairage moyen. Le consommateur américain, lui, rêve d'un produit où on ne serait pas obligé de massacrer des baleines, un produit qui marcherait mieux, qui pourrait durer plus longtemps et surtout, qui serait moins cher. En gros, on cherche le produit miracle. Et le miracle va se produire en Pennsylvanie, où pour la toute première fois dans l'histoire des États-Unis, du pétrole va jaillir du sous-sol.
Nous sommes le 27 août 1859 à Titusville, au lieu-dit Oil Creek, où un certain Edwin Drake, que tout le monde prend pour un fou, va réussir ce qu'on pensait impossible, forer la roche à 21 mètres de profondeur et faire jaillir l'or noir. Jusqu'ici, le pétrole ça existait, bien sûr, mais on le ramassait en l'épongeant à la surface de la roche, autant dire qu'en termes d'efficacité et de rendement, c'était pas terrible. Alors qu'avec son derrick et sa foreuse, Edwin Drake réussit à produire 8 à 10 barils par jour, c'est colossal. En voyant ça, les voisins de Drake, mais aussi les voisins de ses voisins et les voisins des voisins de ses voisins se mettent à construire leur derrick. La ville et la région se couvrent de puits de pétrole et la Pennsylvanie devient le premier producteur de pétrole d'Amérique. Grâce à l'or noir, plusieurs personnes vont toucher le jackpot, mais pas Edwin Drake, qui a fait une micro-boulette. Il a oublié de faire breveter son invention, le derrick, le forage, le puits de pétrole, tout ça. Oublié. Il finira donc sans un sou, totalement ruiné, dépensant tout son argent en spéculant sur le prix du baril de pétrole, une histoire 100% américaine, 100% pour Hollywood. Edwin Drake est aujourd'hui enterré à Titusville, sur les lieux de son premier forage, là où il a changé le cours de l'histoire, dans cet État, la Pennsylvanie. Pour en savoir plus et mieux connaître la Pennsylvanie, on a voulu donner la parole à Bertrand von Ruymbeck. D'abord parce qu'il s'agit de quelqu'un d'éminemment sympathique, mais aussi et surtout parce qu'il est professeur de civilisation américaine et qu'il adore la nourriture, oui, même la nourriture US. Bonjour 50 States, je suis Bertrand von Ruymbeck, professeur de civilisation et d'histoire américaine à l'Université de Paris 8. Est-ce qu'il y a une spécialité culinaire à Philadelphie, en Pennsylvanie, est-ce qu'on y mange bien ? Alors, Philadelphie a une grande spécialité qui est le Philly steak, qui est un sandwich dans lequel vous allez trouver un steak avec énormément de fromage et des oignons, du tout chauffé. Ça, c'est Philly steak. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'à Philadelphie, il y a la concurrence entre celui qui vous dira « Where is the best Philly steak ?» Et ils se disputeraient même. Ah, c'est South First Street. Ah non, c'est North Third Street, etc. Et vous avez une autre spécialité de Philadelphie qui est le hoagie et qui est un énorme sandwich en fait. Et de manière très amusante, ils ont une chaîne de magasins qui s'appelle Wawa, W-A-W-A, et il y a le Free Hoagie Day offert par cette chaîne de magasins donc Wawa. Ce jour-là, le sandwich hoagie est gratuit. Voilà, c'est gratuit, mais il faut faire la queue. Bon, maintenant qu'on rêve tous d'un gros sandwich, parlons histoire. Vous êtes spécialiste de la Révolution américaine. Donc j'imagine que pour vous, la Pennsylvanie et Philadelphie, ça doit être fascinant. Quand vous arrivez venant de l'aéroport, le taxi vous emmène dans le centre-ville, Historic District, et vous trouvez le Independence Hall, donc le lieu où on a signé la Déclaration d'indépendance, qui est un bâtiment qui a été refait, mais de manière magnifique. Là, vous êtes plongé dans la Révolution américaine, dans le 18e, et c'est tout à fait inattendu. Donc on a l'impression de plonger dans un livre d'histoire. À Philadelphie, c'est un livre d'histoire. D'abord, il y a la Philadelphie révolutionnaire. C'est celle qui est mise le plus en valeur dans ce Historic District ou Independence District. Et on vous dit Independence Hall, là on a signé la Déclaration d'indépendance. Carpenter's Hall, c'est là que s'est réuni le premier congrès continental. Ensuite, on vous montre First Federal Bank, la première banque fédérale américaine. Donc vous êtes là, vous êtes dans le lieu de naissance des États-Unis. Et d'ailleurs, on vous rappelle tout de suite que Philadelphie a été la capitale des États-Unis avant la création de Washington au début du 19e siècle. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes rentré dans Independence Hall ? Ce que vous avez ressenti ? La première fois que je suis rentré dans Independence Hall, j'ai été frappé par l'étroitesse des lieux, la petite salle. Et on se dit que une toute petite salle avec peut-être 30 chaises a été créée les États-Unis, une superpuissance. Et c'est vraiment étonnant parce que ça permet de remettre en valeur le fait que, au début,
tout est incertain, tout est fragile, en fait. Et c'est ce qui frappe, c'est la petitesse des lieux. Ensuite, ce qui frappe quand on monte à l'étage, c'est un portrait de Louis XVI. Dans Independence Hall. Ce portrait est dans Independence Hall parce que aux États-Unis, Louis XVI est vu comme le roi qui les a aidés à devenir indépendants. Donc, c'est pas du tout l'image que l'on a en France d'un roi un peu simple, voilà, et qui a perdu sa tête et voilà, qui n'a rien compris à l'histoire, qui n'a rien compris à la Révolution française. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est un roi qui a tout compris parce qu'il a aidé à l'indépendance. On vient de l'entendre, à Philadelphie et donc en Pennsylvanie, on peut voir, vivre et ressentir le tout début de l'Amérique. C'est là qu'on a écrit la déclaration d'indépendance. Philadelphie est donc une ville majuscule et les pères fondateurs méritent leur place dans l'histoire avec un très, très grand H. Mais il est temps aujourd'hui de prendre son courage à deux mains et de dire la vérité, toute la vérité. So help me God. Si l'Amérique existe, si Jefferson, Madison, Franklin et Washington ont pu écrire une constitution qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été inspirés, et pas seulement par les philosophes des Lumières, non. Si l'Amérique existe aujourd'hui, c'est grâce notamment à la Corse. Oui, voilà, il fallait oser, on a osé et maintenant, on explique. En Pennsylvanie, à 40 km de Philadelphie, il existe une toute petite ville dans le comté de Chester, code postal 610, 6000 habitants et 5 heures de décalage avec la France. Le nom de cette ville, Paoli City. Pourquoi ce nom? C'est en hommage à Pascal Paoli, le père de la nation corse. Attention, c'est le moment point historique sur l'île de Beauté. Nous sommes en 1725, la République de Gênes occupe la Corse. La même année, un petit bébé pousse son premier cri. Il s'appelle Pascal Paoli. Son père est un des résistants à l'occupant, mais malgré sa fougue et sa bonne volonté, il n'arrive pas à libérer son territoire. Il faudra attendre un peu que son fils grandisse, qu'il devienne un fin stratège, et en 1755, pour ses 30 ans, Pascal Paoli s'offre une fête et une victoire. La République de Gênes capitule. Paoli a gagné, la Corse devient indépendante, elle va le rester pendant 14 ans, et en 14 ans, Pascal Paoli ne va pas rester les bras croisés, il va notamment rédiger une constitution qui va beaucoup intéresser Rousseau et Voltaire, mais pas seulement. Thomas Jefferson et George Washington se penchent avec intérêt sur cette constitution où on parle déjà du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui accorde, c'est inédit, le droit de vote aux femmes. Et c'est ainsi que la Corse est souvent présentée comme la toute première république moderne avec séparation des pouvoirs et tout ce qui va avec. Et si on voulait une preuve supplémentaire de l'importance de Pascal Paoli dans le cœur des pères fondateurs, il suffit d'aller visiter la maison de Thomas Jefferson à Charlottesville en Virginie, dans l'une des nombreuses pièces de la résidence. On peut apercevoir un buste sculpté, un buste de Pascal Paoli, la boucle est bouclée. Laissons maintenant de côté la Corse, la Méditerranée et Pascal Paoli pour revenir à la Pennsylvanie, l'océan Atlantique et l'histoire américaine. On l'a dit, la Pennsylvanie est située dans le nord-est des États-Unis, dans une région qu'on appelle la Rust Belt, traduction, la ceinture de la rouille. Pourquoi ce nom? À cause de son passé industriel. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie se développe, on crée des jobs, les ouvriers s'installent et boostent l'économie du pays. Mais les années 80 arrivent et avec elles, les rideaux qui se ferment et le chômage qui balaye tout. Résultat, cette vallée qu'on appelait la Manufacturing Belt devient la Rust Belt et c'est pas franchement un compliment. In this region known as the Rust Belt, you can still see the scars of a ravaged economy. The local area used to thrive thanks to coal mines and steel mills. Most closed down over the past several decades.
Aujourd'hui, les villes de cette région tentent de se relever, mais c'est pas facile. Politiquement, tout ça a son importance, puisque quand tout allait bien, la Pennsylvanie était un État plutôt à gauche, progressiste, avec beaucoup de syndicats. Mais avec le chômage de masse, le bleu démocrate a eu tendance à se faire éclipser par le rouge républicain. The people in the Rust Belt, and they call it the Rust Belt for a reason, because everything's rusting and rotting. Dans cet état hyper nostalgique des années fastes, Donald Trump a bien senti qu'il y avait un coup à jouer. En 2016, comme en 2020, comme cette année, il multiplie donc les déplacements sur place. President Trump went on a mission last night to show Pennsylvania voters how much he needs them. Cette Pennsylvanie qui souffre et qui se retrouve au cœur de la bataille électorale, vous la connaissez peut-être puisqu'elle s'affiche à la télé dans les séries américaines comme American Rust ou Mayor of Easton, diffusée très récemment avec Kate Winslet dans le rôle principal. Mayor is a sergeant detective living in a community in Pennsylvania. If you got something you want to tell me, you better do it now, because I'm going to start digging through your life and I'm going to find out everything. Pour regarder cette série, il faut être abonné à une plateforme, et pas n'importe laquelle, HBO. HBO, vous connaissez forcément, si ça se trouve, vous faites même partie de leurs clients. HBO, historiquement, c'est la toute première chaîne payante des États-Unis. Le 8 novembre 1972, c'est la première diffusion, la toute première, un match de hockey sur glace entre les New York Rangers et les Vancouver Canucks. Un match suivi par les 325 abonnés de HBO qui ont un point en commun, ils habitent tous en Pennsylvanie. Oui, c'est à Wilkes-Barre, Pennsylvanie, que HBO a commencé. Il y a même une plaque commémorative dans la ville. Après le premier match de hockey, il faut bien trouver un autre programme à diffuser et HBO va choisir le Festival de Polka de Pennsylvanie. Oui, la polka en Pennsylvanie, c'est très important. Un an après son lancement, HBO compte seulement 8000 abonnés et là encore, ils sont tous en Pennsylvanie. Par la suite, HBO sera racheté et deviendra le mastodonte qu'on connaît tous aujourd'hui, 95 millions d'abonnés et des séries pépites comme Sex and the City, Les Sopranos ou Game of Thrones. Game of Thrones, une série que les médias aiment bien utiliser pour parler politique, en mode « Vous voyez les candidats qui se battent pour devenir président et aller à la Maison-Blanche, c'est un peu comme les familles des 7 royaumes qui se battent pour le trône de fer. » Et c'est vrai que le combat politique peut être violent aux États-Unis et notamment en Pennsylvanie, où les résultats sont toujours observés au microscope parce que ça joue serré. L'attention se focalise donc en permanence sur cet État. L'an dernier, par exemple, au moment des midterms, les élections de mi-mandat, c'est grâce à la Pennsylvanie que Joe Biden a pu conserver le contrôle du Sénat, oui, grâce à la victoire surprise d'un sénateur totalement inconnu. John Fetterman, ABC News projecting, will win Pennsylvania. This is a switch. John Fetterman, un colosse de 2,03 m, 120 kg, pas mal de tatouages et un code vestimentaire particulier. Il ne porte que des sweats à capuche et des shorts, et ça a posé un sacré problème. What's the matter? Car quand vous devenez sénateur d'un État, vous devez régulièrement vous rendre au Sénat des États-Unis, à Washington, qui ne se situe pas n'importe où puisqu'il se trouve dans le Capitole, le pilier de la démocratie américaine. Et dans le Capitole, on aime bien les tenues correctes, robes, pantalons, costumes, cravates. Sauf que John Fetterman, lui, le costume, ça le dérange. Ça le gratte, il se sent moche dedans, il aime pas. Il a donc fallu trancher. Après de longs mois de réflexion, le chef des démocrates a dû très officiellement prendre la parole pour défendre son sénateur et dire que le Sénat n'avait jamais eu de dress code par écrit et que le sweat à capuche pouvait donc être autorisé. À ce moment-là, les élus républicains ont littéralement pété un câble. En français, on dirait qu'il y a eu une levée de bouclier, mais en américain, on dit « an outcry ». Voilà, il y a eu un outcry des élus républicains qui ont vivement protesté, certaines élues de sexe féminin allant jusqu'à dire « si c'est comme ça, demain je viens en bikini ». Alors, spoiler,
il n'y a pas eu de bikini au Capitole, le 27 septembre 2023, l'ensemble des élus ont fini par décider par écrit qu'une tenue vestimentaire correcte serait désormais exigée dans le Capitole, veste, chemise, pantalon obligatoire pour les hommes. John Fetterman, forcément, a réagi. No one has directly come to me and said, you know, the world will burn if you wear a hoodie, kind of thing. Avec ou sans sweat à capuche, Joe Biden compte sur John Fetterman et sur la Pennsylvanie pour conserver son job à la Maison-Blanche. Mais il ne suffira pas de gagner la Pennsylvanie pour rester président. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouvel épisode de 50 States.